Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du lundi 17 octobre 2022. Nous débutons la semaine ensemble après une semaine dernière plutôt volatile et relativement importante avec notamment la publication de l'inflation qui nous éloigne du scénario d'un changement de politique monétaire. On a eu aussi des données du marché du travail qui confirment leur robustesse. Et la saison des résultats qui a débuté avec les grandes banques américaines, des grandes banques qui tirent leur épingle du jeu grâce à leurs activités de détail, on va en parler, sauf Morgan Stanley. Et donc, nous l'avons dit, hein, c'est l'inflation américaine qui était le plus attendue et qui a réduit à néant les espoirs d'un changement de politique monétaire et a renforcé aussi les attentes d'une nouvelle hausse massive des taux d'intérêt en novembre. On notera, cela face à un marché du travail robuste, mais les indices ont tout de même rebondi. Il y a eu un élan, une sorte d'élan d'appétit pour le risque. Et par la suite, on a constaté une dégradation du sentiment de marché suite à la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques, notamment les ventes de détail, qui sont ressorties stables en septembre. Les économistes, de leur côté, espéraient une hausse de 0,2% mensuel. Mais, et ça c'est le plus important, on a pris connaissance également de l'enquête de l'Université du Michigan sur la confiance des consommateurs, qui a révélé un chiffre au-dessus des attentes, au-dessus des attentes en septembre, à 59,8 points contre 58,6 en septembre. Mais le plus important, c'est que les consommateurs américains, selon cette enquête de l'Université du Michigan, voient une inflation à 5,1% à horizon 1 an, contre 4,6% en septembre. Et cette accélération des anticipations d'inflation est un phénomène dont les banquiers centraux ont extrêmement peur parce que cela pourrait aboutir à une spirale inflationniste qui se prolonge dans la durée, voire cela pourrait aggraver l'inflation. Donc voilà pour les données macroéconomiques, voilà pour concernant leur interprétation des données macroéconomiques qui continueront à être au centre de l'attention, mais on a aussi les résultats d'entreprise parce que cette semaine ce sont les valeurs technologiques qui vont nous dévoiler leurs résultats. Alors comme d'habitude, on commence par les bancaires, par les grandes banques américaines lors de la première semaine, et pour la seconde semaine ce sont les valeurs technologiques. Alors on l'a dit, les banques américaines ont apaisé quelque peu les craintes, car elles ont profité du dynamisme de la banque de particuliers pour compenser la décélération plutôt des activités de banque d'investissement, étant donné le resserrement des conditions de crédit et la certitude quant à la trajectoire de l'économie. Alors il n'y a que Morgan Stanley qui a déçu parce qu'elle n'a pas justement d'activité de détail pour rattraper la décélération de l'activité de banque d'investissement. Alors cette semaine, ce sont les valeurs technologiques. On prendra connaissance des résultats de Netflix mardi. On prendra connaissance des résultats de Tesla mercredi et IBM mercredi également. Alors sur le vieux continent, on notera que selon le Times, la première ministre britannique, Liz Truss, a décidé de reporter la réduction d'impôt sur le revenu d'un point de pourcentage jusqu'en 2024. Et le nouveau chancelier britannique de l'échiquier, Jeremy Hunt, devrait également prononcer un discours sur le nouveau plan budgétaire aujourd'hui. Un mot sur les matières premières. Il n'y a pas grand-chose à dire concernant les actualités, mais il y a beaucoup plus de choses à dire sur le technique, on va le voir. Concernant l'actualité, ça concerne le marché pétrolier. Le nouveau secrétaire général de l'OPEP, Haytham El-Raïs, a déclaré que la récente réduction de la production était une mesure préventive. Et de son côté, le ministre de l'énergie des Émirats arabes unis a déclaré que la décision n'était pas politique et ne visait aucun pays. Ici, on fait référence aux États-Unis. On en a déjà parlé, les États-Unis qui n'ont pas digéré cette décision de réduire la production alors qu'ils militaient pour un statu quo, pour une situation inchangée. Donc ça a été pris comme un affront de la part de l'Arabie Saoudite aux États-Unis et cela a été démenti. Alors voilà pour le contexte de marché, pour une semaine qui sera dominée par la publication des résultats. C'est le principal rendez-vous de la semaine. On peut donc passer directement sur le compartiment des indices boursiers. Alors ici, comme on peut le voir, on a encore testé
Alors ici, sans donner H4, on va commencer en journalier. Donc vous le voyez en journalier, on reste sous ce niveau. C'était un précédent creux que l'on retrouve ici. C'est le creux, c'est le support qui a permis le rebond du 7 mars 2022. Et donc c'est un creux qui fait office de résistance à l'heure actuelle. On a marqué un nouveau creux depuis au début du mois d'octobre. Ce qui est intéressant, c'est que la Kijun a à nouveau été testée. Souvenez-vous, la dernière fois qu'elle a été testée, on s'est replié par la suite. Une Kijun journalière qu'on a ajoutée sur notre graphique en données H4, et donc c'est très précisément le niveau qu'on a allé chercher avant d'aller chercher le nuage. On tente de rebondir à l'heure actuelle, mais attention, si les vendeurs reprennent la main, le niveau à surveiller est aux alentours des 12 275 points. Si on casse ce niveau, c'est une sortie par le bas de nuage et on pourra aller chercher les 12 140, voire aller chercher le seuil psychologique des 12 000 points. Alors, à l'heure actuelle, ce qui est intéressant, donc ce cas est très intéressant parce qu'ici, on a une invalidation de la projection d'Osoda. Alors, on va essayer de regarder cela dans le détail. Souvenez-vous, on avait précédemment une projection d'Osoda A, B, C. On voulait aller chercher le point D. Pour cela, ce que l'on avait dit, le signal, c'est une cassure du point B. Donc, une cassure des 12 140 points. Ici, on n'a pas eu cette cassure. Ça a été un support, ça a bien tenu. On a eu un petit range entre ce point-là, le point B, et le bas de notre nuage. Donc, pas de cassure à ce niveau-là. Donc, pas de signal de vente. On a eu une belle mèche inférieure. On y était presque. Mais ça a été invalidé par la suite. Et à partir de quel moment on estime que ça a été invalidé? Ça a été invalidé lorsqu'on a cassé C. Donc avec les projections d'Osoda, lorsqu'on a déterminé le point A, B et le point C, à partir de là, on a un range. On a deux niveaux à surveiller. Et ce sont les niveaux qui vont soit... C'est la cassure de ces niveaux qui va soit nous donner un signal de vente, donc une cassure ici aurait été un signal de vente, soit invalider la projection. Ici, étant donné qu'on a cassé C, on a invalidé la projection et on est allé chercher quoi? On est allé chercher A. A qui correspondait à un palier de Kijun. Donc voilà ici pour ce scénario-là. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que pour le coup, nous avons une nouvelle vague. Donc une projection d'Osoda a été invalidée, mais a donné naissance à une nouvelle projection d'Osoda. Et on a un point A qui est toujours au même niveau, un point B cette fois-ci un peu plus bas, et nous avons un point C ici. Donc c'est plutôt intéressant. On va essayer d'en parler un peu plus tard parce que dans ce cas-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne va pas sélectionner justement la mèche et ce n'est pas un V que l'on va aller chercher dans cette configuration-là, mais c'est bel et bien un E. Et dans ce cas-là, force est de constater que l'objectif théorique est beaucoup plus bas que le précédent. Et donc, pour avoir cette projection, le signal de vente sera généré. Donc, cette projection ne sera envisageable qu'en cas de cassure du seuil psychologique des 12 000 points. Donc voilà pour les projections d'Osoda, un très bel exemple. Celui-ci n'a pas fonctionné, mais nous en voyons pratiquement tous les jours qui fonctionnent. Sur les matières premières, il y en a un en particulier qui a fonctionné. On va en parler justement lorsqu'on va aborder le compartiment des matières premières. Donc ici, c'est simplement pour voir ensemble les différents seuils d'invalidation, parce que effectivement, on a les points A, B et C, mais B et C nous servent de seuil. B est un seuil de déclenchement, c'est un seuil de vente, et C est un seuil d'invalidation. Voilà pour cette petite parenthèse. Alors ici, donc, on l'a dit, si on traverse le nuage, on va chercher les 12 140 points, dernier rempart avant le seuil psychologique des 12 000. Alors, comme d'habitude, les configurations techniques se ressemblent pour les indices boursiers. Il y a une grosse ressemblance aujourd'hui entre le DAX et le Dow Jones. Ça sera flagrant en données H4. Alors la situation en données H4 pour les autres indices est différente. Pour le S&P 500, pardon, et pour les valeurs technologiques, pour le S&P 500 et le Nasdaq. Ici, comme vous pouvez le voir, on a un rebond sur la bande supérieure du nuage. Ça, c'est pour le DAX en données H4. Sur le S&P 500, le rebond se fait sous le nuage. Sur le S&P 500 H4, c'est la même chose. Le rebond se fait sous le nuage. Sur le Dow Jones, c'est similaire au DAX. Le rebond au-dessus du nuage, comme le DAX. Donc vous voyez ici les parallèles à faire. Et encore une fois, on pose souvent la question, quelle est la meilleure unité de temps pour faire de l'analyse technique avec l'Ishimoku? Ça va dépendre de la configuration de marché. Aujourd'hui, en l'occurrence, les données H4 nous donnent de meilleures informations d'un point de vue technique. Tout ce qui nous a intéressé en journalier ici, ça a été la Kijun. Au final, c'est tout ce que l'on a extrait. Et on l'a projeté sur du H4, parce que le H4 nous donne beaucoup d'informations. On est en pleine interaction avec le nuage.
alors qu'en journalier, on en est encore loin. L'interaction se fait avec la Kijun. Donc si on ajoute la Kijun journalière sur du H4, on a tout ce qui nous intéresse du journalier, alors qu'on a beaucoup plus d'éléments intéressants en H4, et c'est le nuage Ishimoku avec lequel on interagit à l'heure actuelle. Donc voilà pour cette parenthèse aussi concernant le raisonnement Ishimoku. Alors en données journalières, ça nous donne pas énormément d'informations sur Nasdaq. Alors en H4, on comprend qu'on s'attaque à une Kijun H4 et qu'en cas de cassure, on aura une grosse résistance. C'est le nuage H4, ça ne semble pas favorable aux valeurs technologiques ce matin. Et donc cette semaine, parce qu'on aura la publication des résultats, si c'est décevant, attention. Et ici, on n'arrive pas à se hisser au-dessus de cette zone majeure. On a marqué un nouveau creux sur le S&P 500, comme on peut le voir avec cette mèche inférieure. En données H4, même topo, sauf que cette fois-ci, on a cassé la Kijun, mais on a encore un nuage Ishimoku aux alentours des 3660 points. Ça semble un peu mieux orienté ici sur le Dow Jones. Alors la dernière fois, on n'est pas allé jusqu'à la Kijun, et cette fois-ci, on rebondit sur le nuage. Donc on pourrait faire comme pour le DAX et ajouter la Kijun en données journalières ici. Et on retire tous les autres éléments et on a tout ce qui nous intéresse sur notre graphique en données H4. Tout ce qui nous intéressait, c'était la Kijun journalière. On la retrouve ici et ce sera la prochaine résistance. Alors, ce que je fais habituellement, je mets en épaisseur maximale pour faire la différence entre Kijun journalière et Kijun H4 même. Donc elle est beaucoup plus fine la H4. Donc voilà ce qui nous intéresse ici, on a absolument tout. Donc pour envisager une poursuite de ce mouvement haussier, il faudrait franchir la Kijun en données journalières, ce qui nous permettrait d'aller chercher ici les 31 000 points pour le Dow Jones. Donc voilà pour le point technique. On passe à présent sur les crypto-monnaies. Alors on a eu un beau mouvement pour les crypto-monnaies. Alors des séances en montagne russe aussi, mais bon. On n'a pas eu une réelle capitulation, on a eu une très grosse mèche inférieure. On était plutôt pessimiste concernant les perspectives pour le Bitcoin, mais on se maintient proche des 20 000 $. On intègre le nuage en données H4 et il faudra en sortir pour espérer aller chercher des niveaux qui avaient été précédemment testés au-dessus justement des 20 000 $, aux alentours des 20 350. Donc il faudrait se hisser au-dessus des 19 600 environ, ce qui permettrait une sortie de nuage. Mais si on n'arrive pas à le faire et si on reste à ces niveaux, demain, très tôt le matin, ce sera assez aisé de se hisser au-dessus des 19 300 ici, et donc de poursuivre. Donc aujourd'hui, pour espérer une poursuite haussière, il faut se hisser au-dessus des 19 600, et à partir de demain, ce niveau-là va s'abaisser parce que la SSB va s'abaisser, donc notre résistance sera ici à 19 300, ce qui permettrait une sortie de nuage par le haut. Alors très rapidement pour l'Ether, parce que également à l'image du Bitcoin, il n'y a pas eu de grands changements. Ici, en données H4, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé cette moyenne mobile à 50 périodes. Mais attention, on la casse souvent avant de se replier. Vous voyez ici, vous voyez à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et on va attendre donc que l'Ether parvienne à se hisser au-dessus de 1320 pour espérer un Ether de retour aux alentours des 1380. Quel sera le catalyseur qui va le permettre à suivre? En tout cas, pour le moment, on est encore en pleine incertitude sur les crypto-monnaies. Sur les matières premières, c'est différent. On a beaucoup plus de certitude. Vous voyez ici le gold qui a bien confirmé sa clôture hebdo sous ce niveau-là. Donc cette fois-ci, on va peut-être enfin voir un réel mouvement sur le gold qui pourrait nous pousser sous les 1600 $ pour aller chercher les 1550 dans un premier temps. En données journalières, ça ne donne pas plus d'infos. Donc on maintient notre biais extrêmement baissier sur le gold et vous avez le dollar américain ici qui est superposé. On voit la corrélation négative, la hausse du dollar américain qui ne cesse de peser sur les cours du gold et avec ce double sommet ici qui pourrait nous renvoyer aux alentours des 1300 $ l'once. C'est un scénario qui devient de plus en plus probable avec cette hausse du billet vert qui pourrait se poursuivre et donc entraîner les cotations du métal jaune, du métal précieux vers l'objectif théorique de sa figure en double sommet, une figure majeure de retournement. Le pétrole WTI, donc on ne va pas refaire le topo de l'hebdomadaire, du mensuel avec cette clôture sur la Kijun et une ouverture en octobre au-dessus. Ici on a eu une belle hausse, résistance, notre nuage, on repart sur la moyenne mobile, on la casse
et on temporise sur le prochain niveau de support. Si ce niveau venait à céder, je pense que l'on devrait assister à une accélération baissière en direction des 80-50 derniers remparts avant les récents creux. Donc voilà pour le pétrole WTI. On l'avait plutôt bien anticipé, hein, les différents mouvements d'ailleurs du pétrole WTI. Je pense même qu'on avait une belle projection qui nous donnait peut-être même l'objectif, la projection V, mais finalement je n'en suis plus si sûr car elle était bien avant la projection E. Donc voilà pour le pétrole. Gaz naturel, voilà, donc gaz naturel, souvenez-vous de notre scénario, la projection d'Ossoda a cédé cette fois-ci, les 6,363. On a parlé de tout ça, figure en épaule tête épaule avec cassure de la ligne de coup et un objectif théorique qui est aux alentours des 5,650 environ. Comme d'habitude, lorsqu'on a une figure en épaule tête épaule, à la sortie de cette figure, on trace notre projection d'Ossoda qui nous donne un objectif intermédiaire avant l'objectif théorique. Cet objectif intermédiaire a été atteint, mais avant cela, on a eu un signal Ishimoku de vente qui a été validé par la lagging span et à présent, on a la cassure de la projection V. Et donc c'est la dernière partie de cette analyse qui devrait se déployer, c'est-à-dire un repli en direction de l'objectif théorique de la figure en épaule tête épaule. On en a suffisamment parlé, il y a beaucoup d'outils techniques qui sont utilisés dans ce raisonnement-là, mais ce sont des outils extrêmement simples, extrêmement cohérents, qui mis bout à bout nous ont permis de décrypter ce marché-là, le marché du gaz naturel, alors qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles sur ce marché-là, vu le principal fournisseur qui est la Russie, vu ce qui s'est passé sur Nord Stream et vu la crise énergétique que subit l'Europe à l'heure actuelle, mais le technique nous permettait de tirer notre épingle du jeu. Le café, alors on avait une belle projection, on attendait le signal, c'est chose faite. Et vous voyez, ça a été plutôt rapide. Très belle projection. À partir du moment où on a cassé le point B, on a eu notre signal de vente. On avait mis cette petite ligne rouge pour montrer que si on avait une cassure, effectivement, ce serait pour aller chercher les 190. Aujourd'hui, nous sommes à 197. Vous voyez, lorsqu'on avait tracé cette projection, je pense qu'on était à ce niveau. On a déjà perdu 10% depuis. Et il ne nous manque plus que quelques pourcents, un peu plus d'1% avant d'atteindre cette projection d'Ossoda. Donc ici encore une fois, très bel exemple, projection d'Ossoda, sortie par le bas de nuage, ici, on a invalidé, nouvelle sortie à ce niveau-là, mais là on a eu validation. Très précisément ici, la bougie a clôturé, nous a donné le signal, et donc en même temps, à la clôture de cette bougie, on avait validation de signal Ishimoku, validation de vente avec traversée de nuage et la Greenspan qui confirme, et en plus de cela, activation de la projection V avec cassure du point B. Voilà pour le raisonnement encore une fois. Donc aujourd'hui c'est lundi, on est frais, donc on fait des petits rappels des stratégies que l'on applique en Good Morning Market. Bien entendu, ce n'est pas pour les débutants, je conseille toujours de mettre en place votre propre stratégie, mais ici pour vous montrer comment on utilise les différents outils techniques, on les met bout à bout et on essaye d'en tirer le meilleur pour avoir des objectifs précis, des signaux qui sont tournés dans le même sens, que ce soit un signal Ishimoku, que ce soit un signal des projections d'Ossoda, ou que ce soit un signal chartiste avec une cassure de ligne de coup, comme on l'a vu pour le gaz naturel. Donc voilà pour le café. On termine sur le marché d'échange, pas grand chose à dire. Dollar américain toujours sur des sommets, euro-dollar toujours sous pression. On n'a toujours pas eu notre petite impulsion que l'on avait espéré, envisagé plus tard. On marque le pas sur le dollar américain, ce qui permet à l'euro-dollar de se maintenir aux alentours des 0,9740, 0,98 même des fois. Et pareil, on a une projection d'Ossoda ici. Ce que l'on va attendre, c'est simplement la cassure du point B. Et là, on pourra aller chercher la projection V. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre temps, pour votre fidélité. Comme d'habitude, je vous souhaite un très bon début de semaine, une excellente journée. On se donne rendez-vous demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.